Donc d'abord, merci à Céline notamment pour l'invitation pour ce workshop et pour parler justement d'implémentation sur ce nouveau champ de recherche. Et puis encore une fois, merci à Laurent Lima qui m'a fait découvrir ce champ de recherche quand j'avais eu des résultats assez désespérants dans ma thèse. Voilà, donc moi je vais parler de la mesure de la fidélité et ce qu'on sait en fait de ces liens avec les progrès des élèves, quelles données on a au niveau empirique. Bon, très rapidement, parce que ça a déjà été fortement évoqué, en fait on a commencé à se poser la question de la fidélité quand on a voulu diffuser des pratiques fondées sur des données probantes et qu'on a obtenu des résultats très décevants. Donc je pense qu'il y a eu un petit temps, on a eu un espoir, enfin voilà, beaucoup de... On s'est dit, voilà, la recherche, elle va vraiment pouvoir apporter beaucoup, faire progresser les élèves, et lorsqu'on a diffusé à grande échelle, on a eu des résultats pas attendus. Et donc on parle de marches, d'énormes marches, et plusieurs équipes, je pense, voilà, sont un petit peu tombées de haut. Pourquoi ? Alors c'est une des explications, c'est qu'en fait, lorsqu'on diffuse une pratique fondée sur des données probantes dans plusieurs classes et dans plusieurs contextes, on observe en fait une variabilité énorme dans la mise en œuvre. Donc cette variabilité, elle pose question à partir du moment où elle s'accompagne d'une variabilité d'efficacité. Et donc tout de suite, en fait, je vais en arriver à donner une définition de la fidélité. Donc une définition qui est donnée, c'est le degré de mise en œuvre de l'intervention telle qu'elle a été conçue. Alors pour le dire un petit peu autrement, et je vais répondre aussi à une des questions, c'est quand moi je vais parler de fidélité, je suppose qu'il y a un dispositif, un programme, une pratique qui a d'abord été testée à petite échelle et qui a montré des résultats sur les progrès des élèves, et que, en fait, évaluer la fidélité, c'est faire une comparaison entre cette pratique qui a d'abord été évaluée à petite échelle et ensuite mesurer la façon dont elle est mise en œuvre à plusieurs échelles, dans divers contextes, par plusieurs personnes. C'est ça, en fait, mesurer la fidélité. Alors, je vais vraiment m'intéresser à l'éducation et de voir comment est-ce qu'on peut la mesurer en éducation. D'abord dire que c'est une mesure qui a évolué. Au départ, quand on parlait de fidélité en éducation, on a surtout parlé d'intégrité et d'adhérence. En gros, c'est est-ce que les éléments du programme sont bien mis en œuvre. Mais depuis, ça a évolué et on dit que c'est un concept qui est multidimensionnel, qui comprend plusieurs éléments. Donc il y a toujours cette idée d'adhérence. Est-ce que les éléments clés du programme sont mis en œuvre ? Voilà, les étapes, le matériel, les grandes lignes. En fait, on pourrait dire que c'est quelque chose de structurel. Mais on peut aussi mesurer, faire une mesure de dosage. Donc avec les fréquences, le nombre de séances réalisées, et notamment ce qui peut s'évaluer aussi avec la présence, vérifier la présence aux élèves. Est-ce que les élèves sont bien là ? Une autre mesure que l'on peut effectuer, c'est comment en fait la pratique qu'on met en œuvre se différencie de ce qui est fait habituellement dans les classes, et notamment du groupe contrôle. Est-ce qu'il y a une vraie différenciation et est-ce qu'on sait la mesurer ? On propose aussi une mesure de l'engagement des élèves. Est-ce qu'en effet, ils sont engagés ? Est-ce qu'ils sont vraiment dans les activités ? Est-ce qu'ils participent ? Est-ce qu'ils sont vraiment sur ce qu'on demande ? Et il y a une autre mesure qu'on voit de plus en plus paraître, qui est la qualité. Alors, pour distinguer de l'adhérence, l'adhérence, ce serait qu'est-ce qu'on fait ? Et la qualité, c'est comment c'est mis en œuvre. Et là, on va voir que suivant les études, on a des indicateurs assez différents. Et je vais revenir sur les indicateurs qui sont proposés dans plusieurs études. Alors, j'ai fait un petit point d'abord sur actuellement, est-ce que la fidélité est mesurée dans les études ? D'abord, il faut savoir que c'est une recommandation qui est faite de mesurer cette fidélité.
Et puis, il y a des revues de littérature qui sont faites. Et donc, celle de Svensson montre que sur 76 articles en éducation qui ont été publiés entre 2005 et 2009, 67% ont donné des indications sur la fidélité, mais seulement 47% ont donné des mesures quantitatives. Et puis, c'est surtout, évidemment, soit le dosage ou l'adhérence qui est mesurée, et seulement 6% de ces études ont donné des informations sur la qualité, sur comment c'est mis en œuvre. Donc ça, c'était en 2011. Il y a une autre revue de littérature qui a été faite en 2018, et là, plutôt sur les interventions en lecture, qui ont été réalisées de la maternelle au CE2, et publié entre 1995 et 2015. Donc, il a analysé 175 interventions publiées, évidemment. Et donc, 47% ont reporté des données sur la fidélité. Suivant les études, on voit aussi que les indications, ces reports de fidélité sont moindres pour les recherches expérimentales à grande échelle. Donc on comprend, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que dans des toutes petites expérimentations où c'est beaucoup plus facile d'aller mesurer cette fidélité. Et lorsqu'on reporte la fidélité, alors de quelle façon c'est réalisé ? En fait, 90% utilisent soit des observations en direct, des enregistrements audio ou des vidéos. En fait, on met un micro au cou des enseignants et on les enregistre pendant les séances. À nouveau, 72% des études reportent seulement des mesures sur l'adhérence. 13 études seulement avaient reporté un score multidimensionnel qui comprend des données sur la qualité. Et puis seulement 2 études avaient évalué la différenciation au programme, c'est-à-dire est-ce que ça se différencie vraiment de ce qui est fait habituellement. Et encore une fois, 71 études avaient donné des données numériques et 12 des descriptions qualitatives. Donc, pour conclure sur ce qui est fait actuellement, on peut dire que la fidélité n'est pas encore assez évaluée lorsqu'on met en œuvre, lorsqu'on teste des interventions, mais on note une progression. C'est quand même, on sent qu'il y a une préoccupation qui est de plus en plus présente. Pour l'instant, c'est surtout l'adhérence et le dosage qui sont évalués, et non pas toutes les composantes de la fidélité. Et surtout, ce qu'on note, c'est que trop souvent, elle est évaluée après coup. Elle n'est pas anticipée, en fait. Et souvent, même, on pourrait dire qu'on va voir plutôt quand ça ne marche pas. Ce qui peut donner aussi un biais sur les informations qu'on obtient. Voilà, c'est pas encore quelque chose qui est assez anticipé. Les données qu'on a, on va aller interroger, c'est plutôt quand on a des résultats qui ne sont pas attendus. Alors maintenant, je vais voir un petit peu ce qu'on sait de l'impact du respect de cette fidélité sur les progrès des élèves. Parce qu'on dit, voilà, il faut être fidèle, mais qu'est-ce qu'on en sait en fait là, il y a plusieurs études qui montrent que même si elle est encore trop peu étudiée, généralement, lorsqu'on observe une plus grande fidélité au programme qui est implémenté, c'est associé à de meilleures performances des élèves. Et alors, quelque chose qui est intéressant et pas très surprenant, notamment pour les élèves qui sont le plus en difficulté au départ. Voilà, plus on respecte le programme et plus on a des chances de faire progresser les élèves qui étaient en difficulté au départ. Maintenant, je vais présenter 2 autres études qui ont été voir un petit peu plus près ce que c'était que d'être fidèle, avec notamment cette question du rôle des enseignants. Parce que si on considère la fidélité comme une simple adhérence à un programme, on a, de respecter les composantes clés du programme, on a le risque d'entendre, tout compte fait, quel est le rôle des enseignants. Est-ce que ce sont de simples exécutants ? Est-ce qu'ils doivent simplement appliquer pour que ça marche ?
Et là, on a des études récentes qui nous donnent au moins quelques pistes. Alors d'abord, il y a cette étude qui a été publiée en 2021, donc qui reprend un programme d'intervention auprès d'adolescents. C'est un programme qui cherche à améliorer les performances des adolescents en compréhension écrite, qui a été mené à grande échelle, qui a mené des résultats pas trop mauvais. Et lorsque il y avait une mesure de fidélité qui avait été faite assez générale, qui montrait qu'en effet, les enseignants qui étaient le plus fidèles étaient également ceux qui faisaient le plus progresser les élèves. Mais ils avaient d'autres données qui sont allés explorer. Donc d'abord, ils se sont posés ces questions. Est-ce qu'il y avait une interaction entre l'adhérence et la qualité de l'enseignement ? Et puis, notamment, toujours cette question du même effet de la fidélité pour tous les élèves. Alors, donc, ils ont mesuré cette fois-ci la fidélité dans ces deux dimensions. Donc, l'adhérence au traitement, c'est respecter les éléments clés du programme, mais ça peut être embêtant parce qu'en effet, on peut être trop collé aux instructions. Et dans ce cas-là, peut-être pas assez attentif à ce qui se passe en classe. Et ils sont allés voir notamment la qualité de l'enseignement, et notamment voir peut-être un enseignant qui peut parfois aller plus vite parce que tout compte fait, ils se rendent compte que les élèves maîtrisent un aspect du programme et que c'est peut-être pas la peine d'y passer trop de temps. Donc voilà, je vous ai mis un petit peu les critères qu'ils avaient utilisés pour mesurer ces deux composantes. Donc il y a l'adhérence au programme, vraiment, vous voyez, c'est rappeler ce qui a été vu auparavant, donner le but de la séance, présente la question de compréhension, fixe un objectif de lecture, enregistre les notes dans le journal, etc., etc. Et là, alors ce qu'ils ont mesuré, ce qu'ils appellent la qualité de l'enseignement, c'est explique clairement les concepts, facilite l'engagement cognitif des élèves, porte l'attention des élèves sur les points importants, offre de multiples occasions aux élèves de s'exercer et supprime les aides, voilà. Ce qui ressemble très fortement à l'enseignement explicite. Et ils ont réalisé aussi des mesures de conduite de classe, notamment sur comment l'enseignant gérait sa classe. Est-ce qu'il avait des attentes claires en termes de comportement ? Est-ce qu'il renforçait les comportements attendus ? Est-ce qu'il reprenait les comportements inappropriés ? Enfin, en gros, ils avaient aussi une mesure de gestion de classe. Et donc, les résultats qu'ils ont obtenus sont les suivants. Enfin, alors, non, d'abord, il y avait ça. Il y a aussi, ce sont des enseignants qui ont été fortement accompagnés dans la mise en œuvre du dispositif, avec 10 heures de formation, mais aussi beaucoup de visites en classe. On les observait. Enfin, on leur a déjà montré, il y a eu comment faire le programme. Il y a eu une partie co-enseignement, on a fait avec, et puis des observations en classe avec des débriefings. Donc ça veut dire qu'on est allé les voir régulièrement dans les classes, on a observé ce qu'ils faisaient, et ensuite on leur faisait un retour, ce qui permettait de rentrer dans cette boucle d'amélioration qu'on dit dans l'implémentation. Donc voici les résultats qu'ils ont obtenus. Donc quand on prend en compte la qualité de l'enseignement, on voit que la qualité de l'enseignement est un prédicteur significatif positif des performances en compréhension écrite, alors que l'adhérence ne l'est plus, lorsqu'on rentre dans le modèle la qualité de l'enseignement. Donc une explication qu'il donne, c'est que comme les enseignants ont été très fortement formés et que ce sont des principes structurels à mettre en œuvre, tout compte fait, ils ont obtenu très peu de variations sur l'adhérence. En gros, on observe un fort taux d'adhérence, les enseignants font le programme. Par contre, on observe une très grande variabilité sur la qualité, sur les gestes pédagogiques qui accompagnent la mise en œuvre de ce programme. Il voit aussi une interaction entre la qualité de l'enseignement et l'adhérence au programme. En fait, le poids de l'adhérence au programme est moins important chez les enseignants qui ont une forte qualité d'enseignement et plus important pour les enseignants qui ont une faible qualité d'enseignement. Donc en gros, ce qu'on peut se dire, c'est que ces activités très fortement structurées, elles sont extrêmement importantes, notamment pour les enseignants débutants, sans doute, qui n'ont pas ces gestes de gestion de classe et de qualité en fait, d'enseignement. On retrouve aussi cette idée que la fidélité au programme et les performances des élèves est plus importante pour les élèves qui sont faibles au départ. Donc c'est d'autant plus important de
d'adhérer et d'être fidèle au programme et d'avoir une qualité d'enseignement, notamment pour les élèves qui sont faibles. Et l'effet de la qualité de l'enseignement sur les progrès des élèves est fort, mais quand la conduite de classe est de bon niveau seulement, aussi. Donc ils les ont séparés. C'est pas clair. En fait, en fait, voilà, ils peuvent donner les objectifs clairement, ils peuvent donner des feedbacks clairs, mais si c'est le gros bazar quand même dans la classe, en fait, ça annule cet effet de qualité d'enseignement. Donc tout ça pour dire que adhérer, c'est bien, mais certainement que ça ne suffit pas, et qu'il y a vraiment d'autres gestes professionnels à développer. Donc je vais présenter à présent une autre étude qui va encore un peu plus près. C'est pour ça qu'après la loupe, j'ai mis le microscope, qui est allé voir en fait qu'est-ce qu'il y avait vraiment dans cette qualité d'enseignement qui faisait que le programme pouvait être efficace. Là, à nouveau, c'est des données qui ont été reprises sur une étude qui a cherché à évaluer l'impact d'un programme en vocabulaire au niveau de la maternelle. Donc encore un programme à grande échelle, 48 enfin pour nous en France c'est à très très grande échelle, 48 écoles, 180 enseignants de maternelle et 1400 élèves. Donc l'objectif, c'était, en fait il y en avait deux, c'était de voir donc ils avaient un programme avec plusieurs composantes. Ils voulaient voir dans ce programme qu'est-ce qui était vraiment relié au progrès des élèves. Et puis, quel était le rôle des adaptations réalisées par les enseignants? En fait, est-ce qu'il y avait des adaptations qui pouvaient permettre de faire davantage progresser? Et quel type d'adaptation, en fait? Voilà, quelle liberté ont les enseignants? Donc, sur les mesures de l'adhérence, ils ont regardé si le matériel était bien utilisé. Ils ont regardé, donc il y avait plusieurs composantes, donc du matériel qui était donné, donc pour mesurer cette adhérence, ils ont regardé s'il était bien utilisé. On demandait aux enseignants, en fait c'était très guidé, très structuré, on leur demandait de donner, donc c'était un apprentissage, un enseignement direct du vocabulaire, on demandait dans le programme, il y avait des définitions qui étaient données avec les mots de vocabulaire et des exemples. Donc on demandait aux enseignants de donner ces définitions et ces exemples. On regardait si l'enseignant offrait aux élèves l'occasion de pratiquer et d'essayer, d'utiliser ces nouveaux mots, et s'il faisait bien les activités complémentaires qui étaient recommandées, comme la lecture d'histoire où il y avait ces mots, la révision des mots cibles, voilà. Et concernant la qualité de l'enseignement, les enseignants ont été enregistrés à l'aide de vidéos. Ils ont utilisé l'outil classe. Et ils ont regardé plus spécifiquement les feedbacks. Quel type de feedback les enseignants effectuaient par rapport aux réponses des élèves. Et voilà les enseignants ont été observés 3 fois, filmés. Et donc, les questions de recherche, quelles composantes du programme parmi celles que j'ai citées sont le plus reliées au progrès des élèves? Et quelle différence de pratique entre les enseignants les plus fidèles et les moins fidèles? Donc, dans les activités qui étaient données, en fait, l'activité qui faisait le plus progresser les élèves, c'est celle, en fait, qui était de donner une définition du mot et des exemples d'emploi où l'activité... donner une définition du mot et des exemples d'emploi était l'activité où les enseignants étaient le plus fidèles et reliés au progrès des élèves. Alors que c'était une activité extrêmement structurée et très guidée. Et ensuite, ils ont regardé... Dans ce que faisaient, parmi cette activité, ils ont regardé les enseignants qui étaient le plus efficaces et les enseignants qui étaient le moins efficaces lorsqu'ils réalisaient cette activité très structurée. Et ce qu'ils ont observé, en fait, c'est que les enseignants les plus efficaces, eux, ils faisaient l'activité, mais ils ne se contentaient pas de ça. En fait, non seulement ils donnaient la définition fournie par le programme, mais aussi ils réagissaient aux réponses des élèves. En fait, ils ne restaient pas trop collés. Ils essayaient de vérifier si les élèves avaient bien compris ce qu'on attendait d'eux, s'ils avaient bien compris la définition et le mot, et ils étaient vraiment en interaction avec eux.
Donc pour conclure l'exposé, je dirais qu'il faut mesurer la fidélité pendant l'implémentation, mais pas uniquement à la fin d'une recherche, et qu'en effet, il faut bien l'anticiper, et qu'il faut vraiment la mesurer au cours de la recherche, parce que ça peut aussi permettre, pas uniquement de voir pourquoi ça a marché ou pas, mais au cours de la recherche, voir quels sont les éléments actifs reliés au progrès des élèves. Mesurer la fidélité dans toutes ses dimensions, et pas uniquement au niveau de l'adhérence. Et dire que mettre en œuvre avec efficacité un programme fortement structuré, fondé sur des données probantes, nécessite de nombreuses compétences. Ça demande aux enseignants d'adhérer au programme, mais aussi de connaître les concepts qui sont derrière, et notamment aussi d'avoir des connaissances sur ce qui fait progresser les élèves au niveau des connaissances plus générales sur l'apprentissage. Avec ces questions qu'on a déjà posées et qui reviennent. Quel accompagnement? Qui fait quoi? Quel est le rôle des chercheurs? Quel est le rôle de l'institution? Et puis, quel lien entre les chercheurs et l'éducation nationale? Quel soutien pour mener ces recherches à très grande échelle qui sont incroyablement coûteuses et qui demandent beaucoup de moyens, mais qui sont nécessaires si on veut que la recherche ait un impact sur le terrain. Et voilà pour moi. Donc ma question c'est, tu as dit que la plupart des observations, enfin des mesures de fidélité étaient faites par observation. Alors soit par observation directe, soit par observation vidéo, soit par observation sonore. Mais en tout cas, ça demande des gros moyens, soit en termes d'observateurs, soit en termes d'exploitation de ce qui a été récolté comme données. Alors, il restait 10% des recherches dans lesquelles on faisait autrement. Alors, est-ce que tu as des idées sur comment est-ce qu'on peut faire autrement? Et est-ce que tu as des idées sur la qualité des données qu'on récolte lorsqu'on fait autrement que par observation? Comment faire? Oui, comment faire autrement? Une idée, mais c'est notamment d'utiliser des grilles très précises. Et pour ce qui est l'enseignement explicite, on a les grilles de Marie Boquillon qui, je pense, peuvent, avec des gestes extrêmement précis, alors qu'on a essayé dans l'Académie d'Amiens, entre enseignants, essayer d'aller avec des grilles très finement. Alors, on n'observe pas tout, certainement. Il faut peut-être sélectionner ce qu'on va aller observer, mais d'avoir des grilles extrêmement précises qui peuvent au moins permettre, entre enseignants, d'aller faire au moins un premier état des lieux, peut-être, au moins pour ce qui est de rentrer dans un processus d'amélioration continue. Une autre idée, ce serait entre guillemets, d'utiliser les stagiaires dans les INSPE, qui peuvent aller, parce que plus la grille va être précise, et alors peut-être qu'il faut restreindre ce qu'on va aller observer, mais plus la grille est précise, plus on a de chances d'avoir moins de variabilité entre les observateurs. Et je pense que peut-être, oui, les stagiaires INSPE, aller les mettre dans des classes d'enseignants experts qui mettent en œuvre l'enseignement explicite, avec une discussion ensuite avec l'enseignant, je trouve que ce serait une bonne chose à réaliser. Comment ? Ça reste de l'observation. Après, pour ce qui est auto-rapporté, c'est ça, nous, on avait... Après, je sais pas... alors, sur ce qui est les questionnaires auto-rapportés, je trouve qu'en tant qu'enseignant, c'est extrêmement difficile. Il peut y avoir des grands écarts, on a vu, entre ce qu'on croit faire et ce qu'on fait. Après, moi, j'ai pas d'autres idées, mais je sais pas s'il y en a d'autres qui ont des idées pour aller observer, pour avoir des données fiables. C'est juste une question par rapport à la définition de la fidélité. Je me posais la question, quand on évalue, quand on observe l'adaptation
les pratiques adaptatives, en quoi est-ce qu'on est encore dans la fidélité? J'ai un petit peu de mal avec l'idée qu'on observe l'adhérence à un programme et donc une fidélité, et que dans la fidélité, on mette l'adaptation du programme. Et voilà, je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse par rapport encore à une question assez vaste, je pense. Alors, la question, c'est de est-ce que, à partir du moment où on parle de fidélité, est-ce qu'il y a une place pour l'adaptation Quand on met en œuvre un programme, je pense qu'on donne pas mal de choses. Et je ne suis pas si sûre que ça, mais peut-être que je me trompe, mais je ne suis pas si sûre que ça, on sache vraiment quels sont les éléments actifs qui sont vraiment reliés au progrès des élèves. Quelles sont les choses, enfin je ne sais pas, alors, sur lesquelles il ne faut vraiment pas faire l'impasse. Et l'adaptation, elle viendrait peut-être autour de ces éléments-là, pas ces éléments-là, et c'est surtout aux réponses des élèves, en fait. Quand je parlais d'adaptation, c'était dans l'interaction, on voyait là, avec les élèves. C'est aller plus vite, aller moins vite, c'est des choses comme ça. Mais c'était ça. Mais quand ils adaptent, pourquoi est-ce qu'ils sont quand même efficaces? C'est que tout compte fait, ils connaissent vraiment les principes sous-jacents de l'activité. Ils savent, en fait... ils savent pourquoi on fait telle activité. Ils ont ça en tête, les enseignants. Non, mais après, c'est vrai que c'est dans les... On voit qu'au départ, quand on a analysé la fidélité, on a surtout parlé d'adhérence. Et puis, on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas. On a rajouté cette qualité, mais on a très peu de données. Mais le peu de données qu'on a, on voit que la qualité, c'est assez, à chaque fois, c'est assez proche de l'enseignement explicite. Voilà. En gros, on dit que pour mener des études basées sur des données probantes, on dit qu'il faut mener les études, les pratiques, l'effet des pratiques à une large échelle. Mais en même temps, dès qu'on le fait à large échelle, on se rend compte qu'il y a des problèmes d'implémentation. Est-ce qu'on n'est pas en train finalement d'être dans un cercle infernal où en fait on arrive à prendre en compte la fidélité d'implémentation seulement quand c'est à plus petite échelle parce que justement on sait un peu mieux mesurer. Par exemple l'observation c'est plus facile à faire à petite échelle parce que dès lors qu'on est sur une question de moyens. Alors une question de moyens oui mais est-ce que c'est vraiment que de moyens? Parce que dès lors qu'on doit... je ne sais pas, si on a 500 classes qui sont impliquées dans une expérimentation, oui, c'est du moyen physique, matériel, etc. On peut aller tirer au sort au moins une trentaine de classes. Justement, c'était après ça, justement, ma question, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas se contenter, puisqu'on ne sait pas mesurer forcément de manière auto-rapportée, en tout cas pas suffisamment, est-ce qu'on ne pourrait pas se contenter, dès lors qu'on a à large échelle, d'observer la fidélité d'implémentation sur des classes qui sont sélectionnées par hasard. Si on n'arrive pas à convaincre qu'on a besoin de beaucoup de moyens... parce que, je veux dire, oui, c'est une question de moyens, mais bon, les moyens, il faut les trouver. On ne les a pas tous les jours. Donc, c'est plutôt la question de est-ce que ce n'est pas un compromis qui est acceptable? Je ne sais pas. C'est à essayer. De toute façon, pour l'instant, on en est un peu là. Mais au moins, au cours de peut-être la première année, d'aller au moins... je ne crois pas qu'on puisse se passer d'aller voir ce qui se passe, au moins dans un petit échantillon. Voilà. Peut-être tirer au sort, aller voir dans les classes qu'est-ce qui se passe, et puis réfléchir. Ça implique deux choses, d'aller voir ce qui se passe, et puis se dire que cette formation, mais ça on le dit tout le temps dans l'implémentation, elle passe par aller voir en classe, faire un retour. Il y a ce coaching en disant voilà, d'aller faire un retour aux enseignants. Et sur ce qu'on a observé, et une dernière chose pour répondre, c'est aussi dans les donner aux enseignants assez régulièrement un effet sur les progrès des élèves. Parce que voilà, c'est quelque chose dont on parlait hier. Les enseignants ont tout compte fait peu de retours objectifs sur comment est-ce qu'ils sont efficaces ou pas. C'est incroyablement rare, puisqu'on a toujours l'impression de faire à peu près progresser nos élèves, mais on est, en tant qu'enseignant, très peu, voilà, ou alors à la fin. Mais au cours d'une expérimentation, déjà, on est peu à pouvoir participer à une expérimentation à grande échelle où on a un retour sur notre efficacité. Et il faut pouvoir l'avoir aussi au cours de l'expérimentation pour pouvoir faire évoluer sa pratique.
Ça, je trouve que c'est hyper important de donner des informations sur les progrès des élèves. Ça marche pas. Alors juste avant la pause, j'ai une petite réflexion et une question qui est peut-être pour tous les trois, Céline, Marina et Dean. Moi, j'ai l'impression dans ce que tu viens de dire, Marina, que finalement, quand on est, par rapport à la question qui vient d'être posée, quand on est en train d'essayer d'implémenter des nouvelles pratiques à large échelle, ce qui manque, c'est des moyens. Et en fait, c'est aussi d'énormes moyens, déjà rien que d'implémenter ces choses-là à large échelle. Et donc peut-être que ce qui manque, ce serait l'implication de l'éducation nationale, enfin dans le modèle, oui. Et que en fait, ce qu'il faudrait, c'est que quand il y a ce type d'implémentation-là, systématiquement, le système éducatif soit complètement partie prenante de la recherche et mette les moyens justement d'aller récolter ces mesures de fidélité. Donc, je vois que Marina acquiesce. Peut-être est-ce que Dean est là et pourrait nous dire si aux États-Unis les choses se font de cette manière-là. Est-ce que le système éducatif, les responsables éducation nationale, je ne sais pas comment ça s'appelle là-bas, prennent part à ce type de recherche et mettent les moyens pour étudier la fidélité des implémentations? If I could respond to that briefly. So the description for the United States is no different than what you described for France. Implementation is now something that people have come to understand the need for, but they are still not doing it on a sufficient scale in every state. It is, we tell people this is just like the information technology departments where you have people who know computers and software. 30 years ago, schools did not have, and education systems did not have a department for information technology. And now they do, because they found that it was very important for them to operate the system. And we think fidelity assessment and the implementation supports for fidelity and good outcomes for students, those things probably in the next 10 to 15 years will become more common, more like that. But we have to demonstrate the value of this. I mean, the data that we just saw is a great step down that path. So, but it's a process where we definitely need to get people at the ministry level to understand and support developing implementation. I mean, that whole sequence of things that I described earlier requires resources, but why are we here? We're here for student education, and it makes a big difference, as we just saw. So, thank you. Juste, Dean, vous avez décrit qu'il y avait des équipes d'implémentation dans les écoles, au niveau régional, au niveau de l'État. D'où viennent ces gens qui constituent ces équipes d'implémentation? D'où viennent ces ressources humaines qui nécessitent d'être nombreuses quand on passe à large échelle? So there are people already there. They are doing remedial work. But if we do education properly initially, then you don't need to do remedial work, so much of it. So you see how this starts to, by doing the work better, by providing high quality, highly effective instruction, that frees up people then so that they don't have to spend their time doing the remedial part. They can start doing more of the proactive part as a member of an implementation team. So the implementation teams that I described in the schools and in the system, none of those were new people. They were people who had their job before, and now they have a job, but it's a different job. Now they're a member of the implementation team at whatever level. So it takes time to demonstrate the value of this in a school district, in a municipality, and finally in the entire ministry. And that's the part that we're kind of up against at this point.
Merci beaucoup pour les réponses, Dean. Merci à tous pour votre écoute.